Bonjour, merci d'être fidèle à l'Institut des Libertés. Aujourd'hui, je reçois Julien Rochdy, qui a cette caractéristique, dans le fond, de faire partie de cette génération d'hommes jeunes. Il y en a quelques-uns qui sont venus dire ici, d'ailleurs, qui ont décidé de ne s'excuser de rien du tout. Ce que je veux dire, c'est que vous sentez coupable de rien dans l'ensemble, hein, si je peux me permettre. C'est pas vraiment la culpabilité, c'est pas vraiment votre truc. Pas devant mon prêtre, mais en tout cas devant les prêtres médiatiques, absolument pas. Non. Vous avez pas présenté des excuses, vous aimez la vie, vous aimez... Et donc vous vous revendiquez de ce qui a toujours été... ce qui surprenait les étrangers quand ils venaient en France, c'était la gaieté du peuple français. Et en l'espace de 50 ou 60 ans, on a transformé ce peuple qui était le plus gai du monde en une série de pleureuses qui s'excusent de demander pardon, quoi. Et donc, vous avez écrit un livre avec un autre de ces étranges personnages qui n'ont pas honte d'être eux-mêmes, vous voyez, qui s'appelle Papacito, que j'ai reçu ici. J'en ai gardé un très bon souvenir, parce que Papacito a quand même une personnalité très étrange, très étonnante, et parce qu'il parle très bien du Sud-Ouest, il parle très bien du rugby. Et donc aujourd'hui, vous qui êtes plutôt du Sud-Est, allez, parce que vous êtes plutôt de la région de Valence, je vous reçois pour ce livre qui c'est donc Menace sur les gauchistes. Et donc, vous expliquez pourquoi, dans le fond, vous n'avez à vous excuser de rien du tout. Et c'est un peu un concert de piano à quatre mains, quoi. Qu'est-ce que je veux dire ? Vous traitez des mêmes sujets, mais une fois c'est lui, une fois c'est vous, une fois c'est lui, une fois c'est vous. Donc c'est une lecture facile, mais intéressante et instructive. Et on revient aussi à quelque chose de tout à fait important, auquel je crois beaucoup, c'est qu'un livre n'a pas besoin d'être ennuyeux pour être sérieux. On peut écrire un livre gai, irrespectueux et sérieux. Au fond. Et ce que je veux dire, c'est que c'est un peu ce que vous avez essayé de faire. Vous avez écrit un livre qui est gai dans son écriture et sérieux dans sa structure, si j'ose dire. Donc avant d'en arriver au livre, je vais aussi dire aux gentils téléspectateurs qui veulent bien nous suivre, que vous aviez été celui qui m'avait gentiment proposé pour un prochain président de la République. Ce qui m'a valu des ennuis considérables. Les gens le prenaient au sérieux. Je suis désolé. C'est pas grave du tout. Moi-même, à un moment, je me suis demandé s'il fallait pas y aller, parce que j'étais quand même un petit peu étonné. Parce qu'il y avait des tas de gens qui me poussaient à y aller. Heureusement. Mais je vais expliquer pourquoi, si vous voulez, je suis pas allé, parce que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure quand nous déjeunions ensemble. C'est que, comme le disait Richelieu, gouverner un royaume, c'est se condamner à être damné. Et comme je suis assez proche du moment où je risque d'être damné, à mon avis, et gouverner, il aurait fallu que je le fasse il y a 30 ans, j'aurais pu peut-être J'ai eu des chances de vous sauver. de me sauver après coup, tandis que vous savez, comme Charles Quint qui s'était retiré dans un couvent, parce que dans ces dernières années, donc c'est pas une blague, mais je crois que pour gouverner, il faut avoir une capacité à prendre des décisions dures sans être détruit, que je n'ai pas. C'est-à-dire que, vous savez, il y a des moments où vous devez prendre une décision abominable, et il faut la prendre pour le bien commun, mais vous savez que vous serez damné si vous la prenez. Ben c'est pas grave, il faut la prendre quand même. Donc, arriver au pouvoir, c'est un petit peu, je crois, vous savez, comme pousser ce qu'elle lisse loin de moi, quoi. Parce que vous avez été dans la politique, et je vais vous interroger là-dessus tout de suite. La politique, c'est pas ce qu'il y a de plus attrayant dans la vie, non ? Non, elle semble extrêmement attrayante, parce qu'on est jeune notamment et qu'on la voit à travers la lecture de l'histoire, comme moi, comme les jeunes romantiques, les jeunes idéalistes. La politique arrive à nous faire rêver parce qu'à la fois elle répond à un désir de l'ego personnel bien sûr, puisque à travers la politique on peut obtenir, croit-on en tout cas, du pouvoir, de la puissance, et on peut rayonner, on peut faire avancer ses idées. Et puis aussi, lorsqu'on est attaché à certaines choses profondes et anciennes, comme la France, son pays, effectivement, on se dit, on peut faire une pierre deux coups, on peut se faire reluire et en plus sauver son pays. Voilà. Donc, la politique vue comme cela, effectivement, est extrêmement attrayante. Alors après, en revanche, quand on fait réellement de la politique, on s'y confronte et on se confronte à une réalité qui, aujourd'hui, n'est pas du tout excitante, n'est pas du tout celle que l'on pouvait imaginer en tant qu'idéaliste.
Déjà, on fait de la petite politique la plupart du temps, c'est-à-dire qu'on s'occupe de petites choses et non pas de grandes choses, on ne fait pas de la grande politique. Deuxièmement, on passe son temps à se battre contre son propre parti, contre les gens qui vous sont les plus proches, non plus que... Qui ne pensent qu'à vous trahir. Qui pensent qu'à vous trahir en permanence, donc vous n'affrontez qu'en fait... Disons, si je devais résumer, sur 100% de votre vie politique, vous affrontez seulement vos adversaires que 5% de votre temps. 95% du temps, c'est de vous occuper des gens de chez vous. Donc il faut avoir une âme assez particulière déjà pour aimer cela. Et puis après, même d'un point de vue de l'ego personnel, on passe à la télévision, certes. Alors pour ceux qui apprécient vraiment exclusivement se regarder pour se regarder, ça peut avoir un intérêt. Mais très souvent, on ne fait que répéter et répéter. Alors Napoléon disait qu'il y avait 2 figures de style qui comptaient, l'affirmation et la répétition. Mais j'avoue que je préfère la figure de style politique qui est de l'ordre de l'affirmation, d'affirmer des choses fortes, grandes, et puis de pouvoir mener des politiques sur ces grandes affirmations. La répétition en permanence sur des plateaux d'information des chaînes continues, c'est vraiment médiocre. Et on vous invite sur ces plateaux, je l'ai vécu aussi 1 ou 2 fois dans ma vie, pour que vous répétiez les choses. Si vous dites des choses auxquelles ils ne s'attendent pas, vous n'êtes jamais réinvité parce que il y a une sorte de script en plus, effectivement. Vous devez respecter la règle du jeu. Vous devez correspondre à votre fenêtre de tir qui correspond à votre couleur politique. Non, il y a quelque chose d'extrêmement ennuyeux, honnêtement. J'ai passé donc 3-4 ans en politique. J'ai été assez médiatisé à l'époque. Je n'ai trouvé aucun plaisir dans cette vie-là. J'ai appris énormément de choses, notamment sur l'être humain. Quand on est jeune, on apprend du coup beaucoup. On apprend très vite aussi. On apprend vite, effectivement. Donc c'est une bonne expérience de vie. Ça, je peux pas le renier, le dénier, pardon. Mais honnêtement, quand on sort de la politique, quand on va vers alors c'est un peu bête la façon dont je vais le dire, mais qu'on va vers les vrais gens, dans le monde de l'entreprise, dans le monde les gens qui font. Les gens qui font, oui. Il y a les faiseux et les diseux. Honnêtement, j'ai rarement vu le monde politique. Alors, je ne veux pas dégoûter les gens qui veulent s'y engager, surtout qu'aujourd'hui, on a peut-être des petits espoirs. Donc, mais c'est vrai que j'ai rarement vu monde dans lequel il y avait tant de gens médiocres. Et alors pourquoi ? Je crois qu'il y a un digénisme actif en politique. On liquide tous ceux qui sont bons ? Ouais, on liquide tous ceux qui sont bons. Il y a... Non, je sais plus qui disait ça, mais qu'un vrai chef, c'était quelqu'un qui était capable justement de sélectionner les meilleurs et de les faire monter. Un vrai chef, normalement, c'est cela. Et dans le monde de l'entreprise, alors je ne veux pas me faire le libéral qui défend le monde de l'entreprise contre le monde politique, bien que je le pourrais, mais dans des mondes, comment dire, quand la politique nécessite des lions, pour vous paraphraser, c'est ce que vous m'avez dit au déjeuner, oui. Qu'on doit gagner une guerre. Il est dans l'intérêt du chef, normalement, à moins qu'il soit absolument stupide, de prendre parmi pour ses généraux et ses colonels des gens assez efficaces. Parce qu'il sait que s'il prend des eunuques, comme dans le monde oriental par exemple, eh bien, il y a de bonnes chances pour que la guerre soit perdue et qu'in fine, il en paye les prix lui-même en tant que chef. C'était Lincoln pendant la guerre de sécession, il avait eu un mal de chien à trouver Grant. Parce que Grant, il sortait pas du bon milieu, il était alcoolique. Et tous les autres généraux qui sortaient du bon milieu et qui étaient bien élevés et qui ne buvaient pas, ils perdaient toutes les batailles. Et puis quand il a mis Grant, il s'est mis à gagner la bataille, il a gagné la guerre de sécession. Donc Churchill, c'était la même chose, quoi. Et donc, quand on est en face, quand on sait pour reprendre les mots de Nassim Nicolas Taleb, quand on est skin in the game, qu'on met sa peau en jeu, du coup, là, il n'y a pas de digénisme. Normalement, on choisit autour de soi des gens de qualité. Mais le problème de la politique en France, c'est que la politique est très proche d'un fonctionnariat décadent. Je ne veux pas jeter l'opprobre sur le fonctionnariat en tant que tel, mais vous avez des gens qui vivent d'une rente. Très clairement, je ne citerai pas de nom, mais bon, on peut deviner de qui je pense. Et de toute façon, d'une manière générale, tout le monde politique est ainsi aujourd'hui en France. Donc ce sont des gens qui vivent de rente électorale, qui vivent des subventions qui sont données aux partis. Et par conséquent, leur intérêt n'est sûrement pas d'aider à la promotion de gens de qualité, à tout niveau et à tous les échelons, parce qu'en fait, le risque pour eux, c'est de se faire remplacer, et donc de perdre du coup la rente, les rentes desquelles ils vivent extrêmement bien. Donc la solution... Donc digénisme. Donc, ce qui est le contraire de génisme, j'imagine. Bien sûr, le digénisme, c'est la sélection des plus mauvais, plutôt que de choisir les meilleurs. Voilà, c'est le digénisme. Donc, alors, ok. Donc, la solution à ce problème, c'est de supprimer toutes affaires cessantes les subventions données par l'État aux partis politiques.
Parce qu'à ce moment-là, on rentrerait dans un vrai marché où se lèveraient de l'argent ceux qui ont quelque chose à dire. Et n'en trouveraient pas ceux qui, en quelque sorte, les rentiers, à ce moment-là, disparaîtraient assez rapidement, quoi. Ça aiderait, en tout cas. Ouais. En tout cas, donc, il vaudrait beaucoup mieux. Donc, dans l'idée d'empêcher l'argent de dominer le monde politique, c'est plus l'argent qui domine le monde politique, c'est les crétins, quoi. Oui. Non, puis aussi, il faut être malheureusement parfois fataliste. C'est qu'il y a aussi une question de circonstance. C'est que, effectivement, il y a plein de petites choses à faire comme celle-ci, de couper les subventions qui permettent de redonner un peu de sang frais dans les différents mondes qui sont coupés des subventions, comme on le sait. Mais en politique, il faut aussi avoir des gens qui ont la foi, et on le voit souvent aux échelons les plus bas, des gens qui ont la foi et qui ont à cœur effectivement de réaliser quelque chose, de faire quelque chose, de sauver la France, de sauver la civilisation, enfin qui ont une foi en quelque chose. Et par conséquent, si on a véritablement cette foi-là, on a envie d'être entouré des meilleurs, y compris même parmi ses concurrents, parce qu'on sait que la machine globale va faire sortir le meilleur. Va faire sortir le meilleur et aura des chances de triompher, c'est-à-dire de réaliser ce pourquoi on s'est engagé préalablement. Parce que ce qu'on voit, je l'avais dit dans une émission sur Sud Radio qui a été reproduite, je crois, je sais pas combien de millions d'exemplaires, j'avais dit que le drame de Macron, c'est qu'il était idiot. Parce que les gens me disaient, les gens avaient eu l'air surpris, je leur ai dit non, parce que moi j'ai toujours été dans toutes les entreprises dans ma vie, et il y a deux sortes de chefs d'entreprise, ceux qui s'entourent de gens qui leur sont inférieurs pour pouvoir les écraser et pas être... En général, c'est les grosses entreprises, parce que ça met plus longtemps à mourir. S'ils font ça dans une petite entreprise, elle disparaît très vite, donc le problème est réglé. Et puis les chefs d'entreprise intelligents qui s'entourent de gens qui sont plus intelligents qu'eux, et qui, au contraire, permettent à l'entreprise de développer, et donc créer une vraie émulation. Et donc j'avais dit, Macron, au gouvernement, ne s'est entouré que d'idiots. Donc c'est un idiot. Parce qu'il n'a pas compris qu'il avait intérêt pour lui-même à être mis sous pression par des gens qui étaient peut-être plus intelligents que lui. Et donc, ça avait fait un petit peu de bruit à l'époque. Et je ne peux pas m'empêcher d'être stupéfait à quel point le personnel politique s'est dégradé, une fois encore, à partir du moment où on a mis des subventions au parti. Parce que le chef de parti, le président du parti républicain, allait ou du parti, mettons Chirac, c'est lui qui recevait tout le pognon, personnellement. Et c'est donc lui qui le distribuait aux gens ensuite pour qu'ils aillent faire des campagnes. Donc il choisissait délibérément des gens qui ne pouvaient pas lui faire de l'ombre. C'est le chef du parti qui dirige et qui sélectionne, qui choisit. Qui choisit, et il ne donne du pognon qu'aux gars qui sont des serpillères qui disent toujours « oui, vous avez raison ». Alors qu'on sait bien, même dans tout principe hiérarchique, les chefs se sécrètent d'eux-mêmes. Ils ne sont pas sélectionnés. On ne sélectionne pas un chef. On ne dit pas, tiens, toi, là, parce que j'aime bien, tu seras un chef. Ça n'existe pas comme ça. Quel que soit le domaine, d'ailleurs. Et c'est marrant parce que les chefs, moi j'étais dans les affaires toute ma vie aussi, les gens se mettent à suivre un gars et vous savez pas pourquoi. Et lui, il le sait pas non plus. C'est ce qui est le plus surprenant. Il se retourne et il dit, mais pourquoi vous me suivez ? Et donc, ce truc, c'est un truc presque animal. C'est-à-dire que le troupeau se dit, celui-là, il a l'air de savoir où il va aller. Et donc, ils se mettent tous en ordre de marche derrière lui. C'est très stupéfiant. Mais en politique, vu que tout, effectivement, part du président, ou du bureau, à la limite, exécutif, bah, du coup, quand il voit souvent ses chefs apparaître, il les écarte, très souvent. Ou alors, ils tolèrent des types qui ont l'apparence de chefs, mais qui, en réalité, en interne, sont extrêmement serviles. Et puis bon, de toute façon, c'est l'adversité aussi qui crée ce besoin de s'améliorer. Et effectivement, ces grosses entreprises dont vous parliez, comme ces gros partis politiques qui vivent de subventions et qui ne doivent pas affronter de concurrence depuis très longtemps parce qu'ils ont leur précaré, oui, voilà, ils ne voient pas du tout la nécessité de s'entourer de gens qui pourraient les faire passer un palier, pas du tout. Et typiquement, pour prendre un exemple très concret, le Front National de Marine Le Pen et même celui de Jean-Marie à l'époque. Le but, c'est de maintenir l'épicerie familiale. On a l'épicerie. Alors il peut y avoir quelques velléités de se dire tiens cette année peut-être la bonne pour obtenir quelque chose de mieux, mais la réalité c'est que ils savaient qu'ils n'allaient pas se faire grand remplacer pour le coup parce qu'ils ont leur commerce. Pour être assez méprisant, mais ils ont en tout cas leur part de marché, comme on dit, leur part de marché politique. Et donc voilà. Tandis que maintenant, avec Zemmour ou avec d'autres, il y a un vrai concurrent qui arrive, et là on fait jouer les jeux du marché, puisque maintenant, si le Front National de Marine n'est pas à la hauteur, et donc ne fait pas rentrer aussi des gens qui pourraient apporter une vraie plus-value à ce parti, eh bien il risque de disparaître. Donc, comme Qu'est-ce qu'on a vu avec les socialistes ? Voilà, donc exactement.
Dieu sait que le Parti Socialiste, à la grande époque de la rue de Solferino, il représentait 35 ou 40% de l'électorat, et aujourd'hui, il ne représente plus rien. Madame Hidalgo risque de ne pas passer la barre des 5%. Tout à fait. Donc, on voit donc ces espèces d'écroulements, et ça amène à une réflexion un petit peu philosophique, que je vais rappeler ici, si on le peut rapidement, c'est que Toynbee, vous savez, le grand écrivain britannique qui a écrit Study of History, l'histoire, qui est une espèce de réflexion sur les relations qui existent entre les grandes religions et les grandes civilisations, comment elles se répondent au travers du temps, comment elles se créent l'une l'autre, disait quelque chose que je trouvais toujours très profond. Il disait, le rôle d'une élite, c'est de répondre à un défi de la société dont ils sont les élites. Si on répond à ce défi, on passe à autre chose. Mais si on répond à ce défi, le même défi va se reposer à nouveau, d'une façon différente. Si on n'y répond pas, il se représentera à nouveau d'une troisième façon. C'est-à-dire que si le risque n'est pas traité, il ne disparaît pas. C'est-à-dire, et ce qui se passe à la fin, c'est que soit le système politique change. Il est bloqué, de toute façon. Il est bloqué, soit il change, soit la nation disparaît, soit la civilisation disparaît. C'est les trois possibilités. Et aujourd'hui, ce qui est très étonnant, c'est quand on réfléchit en ces termes-là pour la France, on ne peut pas s'empêcher de penser que les trois sont possibles. Ouais, ce que je veux dire, c'est que c'est la première élection de ma vie où, dans le fond, il y a un risque pour la nation, il y a un risque pour le pouvoir, pour le système politique, pour la nation et pour la civilisation. Et donc, c'est un défi gigantesque qu'il va falloir relever. C'est pas simplement, c'est un défi un petit peu comme celui de Gaulle en 1940, quoi. Donc, il me semble qu'on est à un moment crucial, quoi. Pour moi, c'est honnêtement le plus grand défi de toute l'histoire de France, en réalité. Alors, ça peut paraître présomptueux de dire ça, parce qu'effectivement, on n'a pas connu les époques passées, mais... en fait, ce qui fait pour moi que nous sommes en face du plus grand défi de notre histoire, ce sont les forces vives, manquantes de la nation. C'est-à-dire que la France a pu traverser des grands moments de déréliction. Le 9e siècle en France est assez chaotique, avec toutes les invasions sarrasines, normandes et ainsi de suite. La guerre de 100 ans, effectivement, où la France a failli disparaître aussi. 1940, on a traversé comme ça des épreuves. Mais la souche française était saine. Et donc... C'est ce que vous dites dans votre livre. Voilà, et il y avait de la force encore. Il y avait de la force, il y avait de la jeunesse. Il y avait de la jeunesse, de la force. Et ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que cette souche est déjà dispersée, qu'elle est démoralisée, et qu'elle est relativement faible en nombre en réalité. Et c'est ça qui fait que nous risquons un peu d'être le dernier carré des grenadiers. Alors attention, hein, qui pourra leur faire beaucoup de mal, hein, et ça j'y tiens, hein, et qui pourra même peut-être aller jusqu'à la victoire. Mais enfin... Voilà, le défi est d'autant plus grand aujourd'hui que nous traversons une époque qui peut voir la France et la civilisation européenne disparaître, en tout cas de l'Ouest, mais nous n'avons jamais eu aussi peu de soldats en fait pour combattre ce problème-là. Et non seulement on n'a pas de soldats, mais jusqu'à tout récemment, on n'avait pas de chef. Parce que les élites passaient leur temps à dire que ce que vous venez de dire n'était pas vrai. Mais non, ça allait bien, qu'on allait dans un avenir glorieux. Et c'est ça qui m'a toujours affolé, c'est que je veux bien me battre, mais c'est très difficile de se battre tout seul dans son coin. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui structure, qui organise, et qui vous dise, on va aller leur mettre une pâtée la semaine prochaine, quoi. Et c'est ça qui m'embêtait. Et là, je vais donc en arriver. On parle plutôt de la vie de Julien et de son impression de la politique que de ce qu'il écrit dans ce livre. Mais ce qu'il écrit dans ce livre, c'est exactement ce qu'on est en train de dire. Avant de revenir à une France qui redevient vivante, si j'ose dire, il faut que les hommes de France reprennent leur virilité. Ça paraît idiot ce que je dis, hein. J'ose à peine le dire. Dès qu'on parle de virilité, ça paraît totalement idiot aujourd'hui. Si on arrive à faire passer ça pour quelque chose d'absolument stupide, ça c'est l'une des grandes victoires de l'adversaire, c'est que toute évocation même de la virilité et de la masculinité passe pour quelque chose d'absolument débile, issu d'un malaise profond, psychologique, ou je ne sais quoi.
Alors que tous les hommes depuis la nuit des temps, des Grecs, en passant par les Romains, les chevaliers, les hauts gentilshommes, ont toujours estimé une certaine virilité. Alors pas grégaire, pas débile, pas brutal, mais la virilité, c'est la liberté en fait. La virilité, c'est ce qui garantit la liberté aux autres. J'avais lu un livre remarquable d'un homme qui s'appelait Paoli, je crois, qui était rédacteur en chef ou adjoint du Figaro Magazine à l'époque, c'était il y a une dizaine d'années, qui s'appelait La mort du soldat, ou un titre comme ça, je me souviens plus très bien, dans lequel il expliquait que les civilisations avaient toujours été protégées par les soldats, c'est-à-dire les types qui se mettaient à l'extérieur, qui acceptaient de perdre leur vie pour que la ville vive. Et aujourd'hui, on proclame la mort du soldat qu'on va remplacer par le droit, ce qui est une imbécilité totale. Il n'y a jamais eu l'axe de l'histoire, c'est l'épée, disait De Gaulle. Et donc, c'est sans soldats. C'est la phrase de Junger aussi, là. Les plus hautes et les plus grandes civilisations se doivent d'avoir les plus hauts et les plus gros canons. c'est dit simplement, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Donc, et des gens courageux pour les. Donc, on est dans une situation où la situation de l'homme masculin, en titre masculin, est quand même extraordinairement mise en cause. Moi, je le vois aux États-Unis. Il y a un extraordinaire malaise dans beaucoup d'écoles sur les garçons, parce que les garçons, ils savent plus trop bien à quoi ils servent. On leur explique qu'ils sont brutaux, qu'ils ont trop de testostérone, que ceci, que cela. Donc il y a une espèce de dévalorisation dans les écoles qui se passe chez les garçons, ce qui fait qu'aujourd'hui aux États-Unis, il se passe un phénomène très curieux, c'est qu'il y a 2 millions d'hommes qui ont disparu des statistiques du travail, d'hommes. C'est-à-dire que les types se disent, personne n'a besoin de moi, mais je vais aller me foutre dans ma cabane au fin fond des Rocheuses, et puis je les emmerde, quoi. Donc on voit une espèce de, un peu comme à la fin de l'Empire romain, les gens qui se retiraient dans le désert, là, vous savez, les moines sur leur... on voit un certain nombre d'hommes qui commencent à se retirer de la bataille en disant, non, personne n'apprécie mes efforts, donc... C'est une mise au chômage de la masculinité. La masculinité est mise au chômage. La société postmoderne estime qu'elle n'a plus besoin de la masculinité. Ce qui est effectivement un paradoxe, parce que cette même société postmoderne survit que parce qu'il y a à ses frontières citadines, si je puis dire, des policiers qui ne sont pas déconstruits et quelques militaires encore aux frontières. Parce que le centre-ville, par exemple, parisien, qui peut émettre ses idées de déconstruction absolue de la masculinité et ce rejet de la masculinité, ne peut vivre et émettre toutes ces bêtises que parce qu'ils sont protégés par des policiers pas du tout déconstruits. On l'a vu comme cette députée qui s'est fait taper dessus, place d'Iéna ou je sais pas quoi, la semaine dernière, avec 2000 € dans son sac. Mais qui se balade avec 2000 € dans son sac? Ouais, mais on peut quand même déjà se poser la question de se dire quelle est la valeur d'une société, d'une civilisation, voire même d'une idée qui ne peut vivre que grâce à ceux qu'elle passe son temps à dénigrer. Je trouve qu'il y a quand même une hypocrisie fondamentale qui déjà disqualifie toute idée, société, groupe d'hommes ou même nation qui vit de cette façon. C'était un peu ce qui s'était passé à la fin de l'Empire communiste, c'est-à-dire qu'ils défendaient de grandes idées, puis dans la réalité, c'était exactement le contraire. Donc il n'y avait plus personne pour les défendre à l'intérieur, et d'un seul coup, ça s'est effondré comme ça. Et donc la même chose pourrait se passer dans nos pays, non ? En tout cas, je pense, moi, et je le vois quand même, là pour le coup, il y a un vrai renouveau, ce que je ressens, je l'espère, il y a un vrai renouveau là-dessus, c'est que cette mise au chômage forcée de la masculinité, effectivement, de cette espèce de façon d'estimer que l'homme est inutile, l'homme avec dans tout son classicisme qu'on appelle aujourd'hui de toxicité, en fait, la fameuse masculinité toxique. Je pense qu'aujourd'hui, on s'aperçoit et les femmes s'en aperçoivent surtout, et je le vois assez souvent, qu'on a toujours besoin de l'homme, qu'on a énormément besoin de la femme. Bien sûr, il ne s'agit pas de dénigrer, de faire l'éloge de l'homme pour dénigrer la femme. Ils vont toujours ensemble, d'ailleurs. Les deux fleurissent ensemble, toujours. C'est deux lianes qui fleurissent ensemble. Plus vous avez de masculinité, plus vous avez de féminité, et vice-versa. Et c'est là où c'est très dommage, parce que la France était un des rares pays, moi qui ai vécu dans tous les pays du monde, comme je le dis souvent ici aussi, où les hommes et les femmes s'entendaient plutôt bien. C'était vous savez, c'est la phrase de cet humoriste qui disait « Dieu, dans son infinie sagesse, n'a pas donné le sens de l'humour aux femmes pour qu'elles aiment les hommes au lieu d'en rire. » Ce qui était... Et donc on faisait ça très bien en France. Les femmes aimaient les hommes au lieu d'en rire. Et maintenant... Et dès le Moyen-Âge. Hein. Et dès le Moyen-Âge. La façon dont les cours à Toulouse. La façon dont on asseyait au repas les hommes et les femmes, un homme, une femme, un homme, une femme, c'est ce qu'on appelait le service à la française au Moyen-Âge.
Parce que sinon, on mettait tous les hommes d'un côté, toutes les femmes de l'autre. Et qu'on voit d'ailleurs, même dans certains pays anglo-saxons, même dans certains pays dans un restaurant à Édimbourg le soir, vous avez les hommes d'un côté, des groupes d'hommes et des groupes de femmes. Alors que le service à la française, au Moyen-Âge, ça s'appelait déjà comme ça, c'est justement le fait d'être en mixité. De forcer les gens à parler à l'autre sexe, et à lui dire des bêtises et à ricaner dans un coin, quoi. Mais c'était drôle. C'était cette espèce de complicité qui existait, qui n'existe plus. Mais en tout cas, effectivement, cette masculinité, on en a besoin, et surtout face au péril qu'on affronte. Parce que effectivement, alors quand je dis virilité, il faut pas non plus le prendre pour... Il s'agit pas d'avoir de gros muscles, forcément, d'avoir de ça n'a rien à voir. Mais souvent, les gens résument cela à ça. Que ce soit d'ailleurs nos adversaires, les progressistes, les gauchistes, et aussi beaucoup de droitards qui en fait disent attends, si tu fais l'éloge de la virilité, il faut que tu te battes dans la rue toutes les 5 minutes. Alors que non, la virilité est intellectuelle. Et cette virilité intellectuelle, qui peut être aussi physique bien entendu, mais c'est le garant de la liberté. Et moi, je suis très frappé, et on en parle dans le livre avec Hugo, avec Papacito, c'est qu'en fait justement, quand vous abandonnez cette exigence de liberté qui n'est possible qu'à travers une véritable virilité intellectuelle, et cette virilité intellectuelle, cette testostérone intellectuelle veut que vous ayez votre propre domaine, veut que vous ayez votre propre précaré, veut que vous ayez vos libertés individuelles, veut que vous ayez votre indépendance, n'accepte pas, une vraie virilité n'accepte pas qu'on lui donne des ordres en permanence et qu'on lui dise comment gérer sa vie. Quand vous abandonnez justement cette veine, ce nerf viril, eh bien en fait vous êtes automatiquement vous devenez automatiquement et quasiment inéluctablement victime de l'État, victime de forces verticales qui vont guider votre vie à votre place. Et c'est pour ça que dans toute l'histoire, partout où l'on trouve ces hommes virils d'un point de vue intellectuel et aussi physique certes, on trouve des gens qui tiennent à la liberté. Et dès qu'on abandonne cet idéal-là, eh bien, on se transforme en masse informe, prête à être totalement modelée par le tyran. Par le tyran, on passe du citoyen au sujet. C'est-à-dire, on cesse d'être un citoyen romain, et on devient... Absolument. On se met à adorer l'empereur. Mais c'est toujours comme ça, le hoplite grec, ne pas oublier que l'hoplite grec se fondait dans l'armée hoplitique avec les autres, mais il avait un domaine bien à lui, et l'État athénien n'avait pas tout pouvoir sur son propre domaine. Le sénateur romain, bien sûr, très connu pour être farouchement... épris de son indépendance, même s'il devait tout à l'État. La conception de l'État romain est assez particulière. Le chevalier, bien sûr, il est maître en son domaine, c'est le baron, le duc. L'honnête homme du 18e. L'honnête homme, bien sûr. Du 17e et du 18e, qui était quand même le gentleman anglais, c'était des gens qui savaient dire non. Je crois que l'essentiel de la virilité, aussi, c'est de savoir dire non. Il y a un moment où dans la vie, on dit simplement non. Pas un pas de plus. Exactement. Et on est capable de dire non parce qu'on a du caractère. Et parce qu'on est bien formé intellectuellement. Parce qu'on est bien formé intellectuellement, donc on a cette virilité intellectuelle. Qu'on a aussi physiquement, qu'on est prêt à prendre des risques pour le non que l'on formule. Il amène souvent à la mort, le non. Et c'est l'honneur, c'est le sens de l'honneur, c'est-à-dire préférer la mort, préférer que le déshonneur. Autre chose que le déshonneur est de perdre sa liberté justement. Et nous vivons dans un monde, la société postmoderne est une société qui s'est débarrassée du sens de l'honneur absolument. C'est un mot qu'on n'utilise plus. C'est un mot qu'on n'utilise d'ailleurs plus effectivement. Qui a disparu, c'était extraordinaire. Ouais, l'honneur n'existe plus. Par exemple, c'est quelque chose de totalement... Un ministre fait une erreur monumentale. Dans le temps, il démissionnait par sens de l'honneur ou un haut fonctionnaire. Maintenant, il attend la promotion suivante ou l'élection suivante. C'est absolument extraordinaire. Donc, il n'y a plus ce sens de... Parce que l'honneur, ça voulait dire aussi quelque chose de très curieux. Ça voulait dire que si je me trompe, si j'ai failli, si j'ai dit non à tort, je disparais. Je disparais. C'est-à-dire que je ne... les gens ont l'air de croire que de dire non, c'est facile. Et que celui qui dit non gagne toujours, comme dans les films Hollywood. Et moi, j'ai bien vu la vie de mes parents, la vie de mes grands-parents, etc. Il y a des gens dans ma famille qui sont élevés, qui ont dit non à un moment ou à un autre. Mais leur carrière a été foutue après. Dire non, c'est simplement souvent accepter de ne pas faire la carrière qu'on aurait dû faire si on avait dit oui. Bien sûr. C'est sûr. Et donc, s'imaginer que de dire non, c'est héroïque et qu'ensuite on va être sur le podium avec tout le monde qui vous applaudit, c'est faux. Vous serez... C'est en permanence des sacrifices. Et on peut peut-être juger, là c'est une idée qui me vient maintenant, j'y avais jamais pensé,
mais on peut juger de la vie d'un homme en fonction des noms qu'il a pu formuler. Et là, je suis en train de réfléchir à ma propre vie. J'ai quelques noms que j'ai dit, dont je suis fier, mais qui m'ont apporté beaucoup de malheur et beaucoup de souffrance. Et ils m'ont pas du tout mis sur un podium, et ce n'est pas grâce à mes noms que je me suis fait applaudir. Pas du tout. Mais voilà, c'est que... Mais c'est peut-être, à la fin de ma vie, je n'en sais rien, des choses que je retiendrai. Et c'est peut-être, si vous avez des enfants un jour, vous n'en avez pas là. Non, hélas. Hélas. Mais si vous avez des enfants un jour, c'est peut-être aussi quand vous leur raconterez l'histoire de vos noms, qu'ils apprendront à devenir un homme. Ou une femme d'ailleurs, parce qu'une femme, c'est peut-être plus facile pour une femme de dire non d'ailleurs. Elle en a plus l'habitude. On est plus habitués. C'est une bêtise, il ne faut pas écouter les bêtises. Mais ça fait partie aussi de la virilité, c'est la possibilité de dire des conneries. Absolument. Je tiens à le dire, c'est qu'en France, si vous lisez Rabelais, si vous lisez tout ça... Et c'est ce que vous disiez au début par rapport à ce livre, quand vous disiez c'est être capable de dire des choses sérieuses, mais sans esprit de sérieux, en fait. C'est l'esprit de sérieux qui n'est pas français. C'est l'esprit de sérieux. Voilà. Et on peut être sérieux tout en rigolant. Et moi, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal avec ça. En France, notamment parmi l'intelligentsia, il y a une facilité à cataloguer les gens et, comment dire, à les classifier selon la pure forme. C'est-à-dire que l'intellectuel doit se comporter de telle façon, doit être ennuyeux, doit avoir tel type de physique, tel... Il doit être mauvais en sport. Il doit être mauvais en sport, c'est ce que dit Papacito, il doit avoir un... Moi, tout ce que j'ai vu, c'est que les grands intellectuels anglais que j'ai rencontrés pendant que j'étais en Angleterre, d'abord, si vous dites que vous êtes un intellectuel en Angleterre, tout le monde vous considère comme un fou, parce que quand Madame Nehru était venue rendre visite à la reine d'Angleterre, il y a... je sais pas, 40, 50 ans, ils avaient fait un grand congrès. Elle avait demandé à rencontrer des intellectuels anglais. Alors, stupéfaction en Angleterre. Qu'est-ce que c'est qu'un intellectuel anglais? Parce que c'est pas vraiment leur truc. Donc, ils avaient fait un concours dans le Times pour savoir qu'est-ce que c'était qu'un intellectuel anglais. Et alors, ils étaient arrivés à la conclusion, après, qu'un intellectuel anglais, c'est quelqu'un qui trouvait qu'il y avait quelque chose de plus intéressant dans la vie que les femmes, quoi. C'était... Donc, ils avaient été chercher quelqu'un. Alors, je ne fais décidément pas partie des intellectuels. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que cette notion d'intellectuel aussi, c'est une idée complètement française. Ah, c'est une idée inventée au XVIIIe siècle. Et totalement française. L'idée qui peut repousser être un intellectuel et vivre d'être un intellectuel, si vous en parlez en Angleterre, aux États-Unis, ils vous regardent avec des yeux ronds en disant, mais tu vis de ça, comment est-ce possible? Alors après, ils ont des écrivains, ils ont des gars qui sont des grands esprits. Qui sont des grands esprits, mais qui ne se revendiquent pas intellectuels. Absolument. Ouais. Leur revendication de je suis un intellectuel type BHL, qui n'est jamais qu'un trissotin de service, mais c'est tout à fait français, ça. C'est depuis l'affaire Dreyfus, j'imagine, ou avant. Alors ça commence, il y a un livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps, ça s'est inventé au XVIIIe siècle. Par Voltaire, avec l'affaire Calas et des trucs comme ça, j'imagine. Mais après l'apogée de l'intellectuel, c'est effectivement avec l'affaire Dreyfus et l'intelligentsia de gauche. Ouais. Donc là aussi, c'est des gens qui avaient dit non. Et très bien pour eux. Tout ça. Très bien pour eux. Donc, Éclair. Et donc, cette espèce de renaissance de la France passe donc par un renouveau de la capacité de dire non d'une partie de la population, c'est-à-dire, si on continue notre conversation, d'une certaine virilisation nouvelle de la société qu'il faut refaire. Alors, à la lumière de ce qu'on vient de dire, parlez-moi de Zemmour, alors. Parce que on n'est pas très loin de ce qu'il dit, quoi. Alors, effectivement, il y a l'une des choses les plus appréciables chez Zemmour, c'est le fait qu'il ne s'excuse pas, justement. Il ne s'excuse pas d'être de droite, il ne s'excuse pas d'avoir les idées qu'il a. Et donc, il a dit dans le passé. Et il dit non à toute cette intelligentsia de gauche progressiste qui, pour des raisons assez mystérieuses, faisait trembler toute la droite depuis maintenant 20 ou 30 ans. Je veux dire, cette espèce de... Alors ça correspond aussi à l'esprit du temps, il faut reconnaître. Les années 90, la fin de l'histoire, le métissage universel, le monde de Michael Jackson, quoi. Là, on sort de cette période. Il faut aussi replacer les choses dans leur contexte. La droite a été stupidement lâche depuis 30 ans, à se coucher en permanence devant tous les oukases des progressistes, mais il faut dire que c'était leur heure, c'était leur époque, après 68 et ainsi de suite. Désormais, on est en train vraiment de payer les pots cassés de toute cette époque, et la réalité est franchement détestable. Donc la population pousse aussi pour
pour voir ses craintes, ses inquiétudes et sa colère s'exprimer aussi à travers les élites et les médias. Les élites actuelles sont incapables de prendre ce message, ils ne peuvent pas le porter parce que... Il y en a peu en tout cas. Il y a vous, il y a Éric Zemmour voilà, dans le monde médiatique. Bon, vous le savez sans doute, sans aucun doute, beaucoup plus que moi, et peut-être que je m'avance trop, mais j'ai l'impression aussi que parmi les élites financières, les élites, les vieilles familles même, il y a aussi une sorte de prise de conscience. J'ai cette impression. Peut-être que j'exagère et que je me fais trop de faux espoirs. Vous savez, les mouvements importants se font à la marge. Partout, toujours dans les marchés financiers, partout, vous avez 100% des gens qui sont positifs, puis il y en a 10% qui deviennent négatifs, et ça suffit à faire écrouler le marché. Donc les mouvements sont toujours à faire la marche. Donc s'il y a 10% des gens qui étaient dans le fond s'occuper de leurs affaires courantes et qui d'un seul coup se disent « bon, il faut que je me mette à m'occuper des affaires de la nation qui s'en occupaient pas avant », ça va complètement changer le poids relatif. Donc, je ne sais pas si ce que vous dites est vrai, je l'espère, mais en effet, il n'est pas exclu que le truc le plus important, ce serait le basculement de l'Église catholique. Mais l'Église catholique, elle a une hiérarchie qui représente les systèmes d'il y a 40 ans, et donc il faudra un temps fou pour que ça arrive. Mais c'est très long, donc on peut penser que peut-être les jeunes prêtres d'aujourd'hui, c'est eux qu'il faut interroger pour savoir s'ils sont conscients de ce basculement ou pas. J'ai l'impression, enfin je l'espère encore une fois, mais effectivement l'Église a un rôle fatidique à jouer. Mais c'est vrai que l'espoir, si l'espoir devait y avoir du côté de Rome, viendrait forcément des jeunes, c'est certain. Des plus tradis, mais pas que les tradis d'ailleurs, des jeunes qui sont conciliaires, hein, qui acceptent l'héritage de Vatican II, y compris l'héritage du Vatican II, mais qui l'approchent de façon en tout cas différente. Parce qu'il faut bien faire aussi... Ça, ce serait très important, c'est sûr. Ce serait très important parce qu'il faut bien se rendre compte que si on va jusqu'au bout du raisonnement, et si on reprend les analyses de Toynbee, etc., cette guerre de civilisation, donc on nous annonce, que nous annonçait Huntington ou n'importe qui, c'est une guerre de religion. Il ne faut pas se tromper. Et prétendre que ce n'est pas une guerre de religion, c'est un truc un peu délicat, quoi. Vous n'amenez pas vos troupes au combat si vous leur dites, si vous leur désignez pas le bon ennemi, quoi. Alors, pour moi, il y a effectivement indéniablement une couleur religieuse dans ce conflit, dans le conflit à venir en tout cas, qui a déjà commencé pour beaucoup, mais il y a aussi... Il a commencé il y a longtemps au Liban, par exemple. Oui, bien sûr. Puis même en Serbie, même en Europe finalement, avec la Serbie... Après, je dirais que moi, ce qui me marque le plus aujourd'hui, c'est un combat entre la civilisation et la barbarie. C'est-à-dire que effectivement, on peut mettre de la religion derrière tout cela, c'est absolument certain. Mais par exemple, je ne sais pas si je peux le dire, ça face caméra, mais ce qui me frappe, c'est de voir une déliquescence totale. De vrais barbares, des gens qui n'ont aucune culture, qui sont même pas ni musulmans, ils sont animistes ou je ne sais quoi, qui sont dans la déprédation pure et simple. Ceux qui ont attaqué Tapi. Oui, voilà, et qui... La racaille, quoi, la racaille et le sauvage. Et nous avons une civilisation à défendre. Une civilisation, c'est des bonnes manières, mais pas que, c'est un héritage culturel, c'est plein de choses. Et effectivement, cette civilisation-là est chrétienne. Et helléno-chrétienne dans son essence. Donc effectivement que la religion est une donnée extrêmement importante de ce conflit. Mais quand on voit par exemple les migrants qui arrivent et qui déferlent sur l'Europe, il y en a beaucoup qui ne sont même pas musulmans, qui sont animistes ou ne savent même pas ce qu'ils sont d'ailleurs. Ils sont rien du tout. Ils sont rien du tout. Mais alors, c'est intéressant parce que on se retrouve devant dans une forme de guerre très ancienne mais en même temps toute nouvelle. Je crois que c'est René Girard qui a dit que la bataille de Poitiers était beaucoup plus proche de nous que la guerre de 14. Dans ses réflexions sur Clausewitz. Oui, dans ses réflexions sur Clausewitz, quoi. Moi, j'aimais beaucoup René Girard. Et donc, ce que vous êtes en train de dire, quelque part, c'est qu'on est en train de retourner vers des temps barbares. Oui, ça c'est vraiment ce qui me...
Alors, à moins, il y a différents scénarios à la fin des romans de Houellebecq qui toujours imaginent ce qui va se passer. Alors, le pire, ce serait Bayrou Premier ministre. Ouais. Il n'y a pas de doute. Ça va dire celui de la soumission. Vous savez, c'est dans son livre Soumission. Ouais, mais, où Bayrou devenait Premier ministre. Mais là, je pensais plutôt au particulier élémentaire, c'est-à-dire à moins d'une reprise en main totale de l'humanité par les machines, par le transhumanisme, par le fait de mettre tous les gens sous drogue, par exemple, vraiment, qu'ils soient tous sous cacheton, qu'ils les fassent végéter, qu'ils aient tous, voyez, dans la Matrix aussi, qu'ils aient tous des lunettes écran. Ils prenaient une pilule quand ils n'avaient pas le moral. Absolument. Donc à moins d'être repris en main totalement par une espèce de technocratie, alors pas technocratie au sens des technocrates, mais de technicocratie, je ne saurais pas comment dire, ce qui va advenir, donc à moins de cela, ce qui risque d'advenir, effectivement, c'est un retour à des temps barbares et néo-féodaux. Parce qu'il faut voir les conditions d'apparition de la féodalité. C'est-à-dire que l'ordre sera rétabli par un petit souverain local qui fera régner un ordre de fer autour de son château, si j'ose dire, et puis les gens viendront là simplement parce qu'il y a de l'ordre là, et puis ailleurs, ça sera la barbarie, c'est ça ? Quand le soleil de l'État ne brille plus, on demande la lumière aux étoiles. Oui. Je ne sais plus qui a dit cela, je ne me rappelle plus, mais en tout cas c'est une belle phrase, dire quand l'État qui représente le soleil, quand la royauté carolingienne et surtout les débuts de la royauté capétienne, n'était plus en mesure de garantir la sécurité du royaume, ni plus que rien du tout d'ailleurs, ni quoi que ce soit, pardon. Eh bien, c'est ce qui a fait que les barons locaux ont dû prendre en charge non seulement la sécurité, mais le développement économique de leur propre localité, si je puis dire. On ne parlait pas comme ça à l'époque, mais de leur propre fief. À mon avis, nous en sommes là. L'État est défaillant dans quasiment tous les domaines. Je ne crois pas qu'il soit possible de le remettre en selle, parce qu'il faudrait vraiment l'alléger, il faudrait lui couper en fait les branches, alors que très souvent les hommes politiques ajoutent des lois aux anciennes lois et en fait il y a une double tâche dont j'ai parlé ici aussi, c'est-à-dire qu'il faut faire grossir l'État régalien et disparaître l'autre, ce qui est une double tâche qui est un peu difficile. Qui est très difficile. Et je sais que quand on étudie la fin de Rome, par exemple, la fin de l'Empire romain, l'État était omnipotent. Et en fait, chaque souverain essayait d'amener de nouvelles lois, de nouveaux décrets, mais ne faisait qu'alourdir l'État, même ceux qui étaient animés de bonnes intentions. Surtout ceux qui étaient des militaires. Surtout, effectivement. Et c'est Spencer, qui est l'un des grands penseurs du libéralisme, qui dit non, la meilleure chose que puisse faire un homme politique, c'est de laisser tranquille la population. C'est le livre que j'avais écrit, qui s'appelait Cire sur Cire, surtout ne faites rien, en partant du principe que... Et donc là, cet état auquel nous devons faire face est de plus en plus défaillant. Donc je crois que les gens, à un moment, vont bien devoir réagir. Ils vont devoir assurer leur sécurité par eux-mêmes. Je le dis comme ça, mais à mon avis, on en arrivera là. Qu'il y aura les territoires vont se fractionner. Il y aura des territoires qui seront très actifs économiquement encore. Et l'avantage en plus avec l'internet, c'est qu'on peut être du fin fond du Poitou, on pourrait être connecté avec Hong Kong. Je veux dire, il y aura pas de problème. Donc quelques territoires comme ça en France et en Europe occidentale pourront se tenir debout. Mais l'État-nation, la morphologie nationale telle qu'on l'a connue, je pense, va traverser une période assez sombre. Sauf miracle, sauf un homme providentiel. Sauf une nouvelle Jeanne d'Arc. Nouvelle Jeanne d'Arc, ou en tout cas, un homme providentiel. Un homme providentiel, comme la France, on a connu quelques-uns. Écoutez, on a déjà couvert pas mal de terrain, mais je suis content d'avoir eu cette discussion avec nous devant nos auditeurs. Et je trouve un certain réconfort à voir un certain nombre d'hommes jeunes, ce qui n'est plus mon cas, redevenir gaulois, c'est-à-dire paillard, rigolard, disant des horreurs, parce que on n'a pas besoin de robots, on a besoin d'hommes vivants, sentant la transpiration. Vous savez, dans les vestiaires de rugby, ça sent pas bon, mais c'est quand même une odeur agréable parce que ça sent l'homme, c'est-à-dire ça sent le type qui est prêt à prendre des claques. Donc appelons de tous nos vœux que les hommes de France réapprennent à prendre des claques, redeviennent des hommes, et c'est... Votre livre y contribuera peut-être ?
J'espère avec Papacito, en tout cas on est raccord là-dessus. Donc, Papacito a des formules, puisqu'il n'est pas là, on peut en dire du bien. Vous savez, il faut jamais dire du bien. Il a des formules qui me font pleurer. Mais vous aussi, vous en avez de bonnes. Mais quand il parle des gens, par exemple, dans la région de Toulouse, qui ont des têtes de Azincourt ou des trucs comme ça, c'est-à-dire des têtes d'il y a 10 ou 12 siècles, avec leurs oreilles abîmées parce qu'ils jouaient deuxième ligne. Ça vous rappelle chez vous? Je les vois parce que je les ai vus depuis des années, puis je les aime, ils sont marrants, quoi. Donc, si vous voulez, cette espèce de regard affectueux sur les garçons, vous voyez, sur qui sont quand même des gros couillons, quoi. 90% du temps, les hommes sont des couillons. Mais cette espèce de regard affectueux que vous portez, Papacito et vous, sur la jante masculine, et je trouvais très rafraîchissante. J'aimerais que les familles retournent. C'est aussi pour équilibrer justement tout cette. On a dénigré tellement ce type, ce garçon un peu rude, un peu justement couillon, mais en fait toute civilisation a besoin d'hommes couillons. Exactement, d'hommes couillons. Civilisation tient grâce à ces prélats, grâce à ces clercs, mais surtout et aussi grâce à ces couillons. Grâce à ces couillons, mais c'est comme un joueur de rugby. Si vous voulez le joueur de rugby, une équipe de rugby, il faut pas rigoler. Vous avez les types qui courent avec le ballon derrière, les 9, les 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bon, ceux-là, ils sont jolis garçons, ils courent vite, ils sont élégants. Puis vous avez des bourrins derrière qui font tout le boulot, et devant, si j'ose dire, et c'est ceux-là dont on a besoin, et c'est ceux-là dont la société d'aujourd'hui se moque. C'est les bourrins devant qui font tout le sale boulot, quoi. Et donc, moi, j'appelle non pas à une révolte des bourrins, mais à ce que les bourrins se rendent compte qu'ils sont l'ossature de la civilisation. Merci beaucoup. Merci à vous.